Bonjour à toutes et à tous. Saviez-vous que l'un des champions les plus dominateurs de l'histoire du cyclisme avait également contribué à sauver des centaines de juifs de la déportation durant la Seconde Guerre mondiale? Laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Gino Bartali, le résistant à vélo. Né à Ponteaema, près de Florence, en Italie, en 1914, Gino Bartali est issu d'une famille très pauvre de la campagne toscane. Son père est terrassier, sa mère reste au foyer pour s'occuper de ses 4 enfants. Après avoir arrêté l'école à l'âge de 12 ans, Gino se trouve très vite une vocation dans le monde du vélo. Il répare des bicyclettes dans une boutique à 13 ans, puis après avoir pu s'acheter son premier engin, il devient rapidement une vedette dans les compétitions de jeunes. En effet, Bartali totalise 44 victoires en 104 courses au niveau amateur. Cependant, il doit prouver à son père que le cyclisme peut être un moyen crédible de gagner sa vie. Et pour ça, il cherche à empocher le plus de primes possible sur les courses, quitte à magouiller avec ses rivaux. Par exemple, il va promettre à certains d'entre eux de les laisser gagner, à condition que ceux-ci acceptent de lui reverser la prime qu'ils auront remportée en échange. Et donc rapidement, Bartali va remporter beaucoup d'argent dans les catégories jeunes. L'une de ses idoles, à l'époque, est Ottavio Bottecchia, un champion venu des campagnes italiennes pauvres, tout comme lui. Celui-ci remporte 2 Tours de France en 1924 et 1925, mais il meurt prématurément dans des circonstances dramatiques et mystérieuses. En effet, il est retrouvé inanimé après une chute lors d'une sortie quotidienne à vélo, une sortie d'entraînement, le corps victime de multiples fractures. Alors l'enquête est volontairement écourtée par les autorités, et pour cause, Bottecchia était réputé pour son opposition au régime fasciste de Benito Mussolini. Alors, le fascisme, de quoi s'agit-il précisément? Eh bien, c'est le contexte politique dans lequel grandit Gino Bartali, dont on a dit qu'il était né en 1914. Le 28 octobre 1922, il a donc 8 ans, et Mussolini et ses chemises noires, qui sont des miliciens d'extrême droite, marchent sur Rome pour prendre le pouvoir, par la force, dans le cadre d'un coup d'État. En 1924, Bartali a 10 ans, le député socialiste Giacomo Matteotti est assassiné, probablement sur ordre direct de Mussolini. Rapidement, le Parti national fasciste devient le seul parti autorisé en Italie, suite aux lois fascistissimes de 1926. Le fascisme, c'est une idéologie politique qui prône le nationalisme, la mise en place d'un État totalitaire, militariste, réactionnaire et xénophobe. Tout un programme. Mais le fascisme, c'est pas vraiment la tasse de thé de Gino Bartali. Il grandit dans un milieu plutôt socialiste et surtout très catholique. Il devient d'autant plus fervent chrétien après le décès brutal de son frère cadet, Giulio, lors d'un accident de vélo mortel au cours d'une course amateur. Dès l'âge de 10 ans, Bartali est membre de l'Action catholique, qui est une vaste organisation composée de plusieurs associations de jeunesse qui encadrent notamment, entre autres choses, la pratique du sport. Une fois qu'il est devenu professionnel en 1935 et qu'il remporte son premier Giro, donc le Giro c'est le Tour d'Italie, en 1936, donc dès sa 2e saison, Bartali hérite de l'un de ses premiers surnoms, il est surnommé Gino le Pieux, en raison de sa foi religieuse, qui accroît sa popularité auprès d'une partie du public italien, mais aussi de plus en plus à l'international. Alors, si je vous raconte ça, c'est parce que son engagement dans la religion est à l'origine même de son refus du fascisme et de ses futures actions de résistance. Alors, le rapport entre l'Église catholique et le régime fasciste, il est assez complexe. En effet, Mussolini est réputé pour son passé anticlérical, donc c'est-à-dire opposé à l'Église et à son clergé. Mais à son arrivée au pouvoir, celui-ci va faire des concessions pour essayer d'utiliser la religion à ses fins. On constate cela notamment à travers les accords de Latran, signés en 1929, qui reconnaissent l'indépendance du Vatican et officialisent le catholicisme comme religion d'État en Italie.
Alors le but des fascistes, c'est de soumettre et de se servir de l'Église au maximum pour contrôler la population. Malheureusement pour Bartali, toutes les premières années de sa carrière se déroulent dans ce lourd contexte. Le poids du fascisme est omniprésent et pèse sur ses épaules à chaque instant. En effet, le régime s'implique énormément dans le domaine du sport. Il contribue à la professionnalisation de celui-ci, pensant qu'il s'agit d'un moyen de propagande important, ainsi qu'un moyen de forger un homme nouveau, typique des régimes totalitaires, musclé, endurant, combatif et prêt à se sacrifier pour le collectif, un collectif national si possible. À ce titre, c'est surtout le football qui offre une formidable tribune aux autorités, qui organise la Coupe du Monde 1934, remportée par l'équipe d'Italie, donc c'est un triomphe total. Comme tous les autres champions italiens, Bartali est l'objet de tentatives de récupération politique. Il va remporter le Premio del Duce, c'est-à-dire le prix du Duce, le surnom de Mussolini, qui récompense le vainqueur du Giro, donc qui a été créé par le Parti national fasciste. Et ces exploits sportifs sont utilisés abondamment à des fins de propagande dans les journaux, pour montrer la puissance de l'Italie. Cependant, contrairement à un grand nombre de cyclistes italiens, Bartali refuse toujours de prendre sa carte au PNF, alors qu'il reçoit des pressions considérables. Et comme il est pas très coopératif, le régime le menace régulièrement. Ainsi, en 1937, après avoir remporté son deuxième Giro consécutif, donc il est seulement dans sa 3e saison professionnelle, je rappelle, il est forcé de participer au Tour de France, pour lequel il n'était absolument pas préparé. Et on sait que enchaîner le Tour d'Italie et le Tour de France, qui se déroulent en fait à 2 mois d'intervalle, c'est très compliqué. Il est obligé de le faire suite à une campagne diffamatoire qui est menée par le journal Le Popolo d'Italia, qui est le journal officiel du régime. Alors, il faut savoir que depuis 1930 et jusqu'en 1961, le Tour de France est couru en équipe nationale, donc pas comme les autres compétitions qui sont déjà courues en équipe sponsorisée, comme aujourd'hui. Et donc ça accentue les enjeux politiques de l'épreuve. Forcément, les coureurs représentent leur pays. Alors, petit aparté aussi, le Tour de France de l'époque, il est très différent de l'actuel Tour de France. Par exemple, l'édition 1937 ressemble à ça. C'est 4415 km, donc presque 1000 km de plus que l'épreuve actuelle, en 20 étapes, avec au menu des étapes de montagne de 250 km et régulièrement des journées à plus de 300 bornes, sur des vélos qui sont nettement moins perfectionnés et beaucoup plus lourds qu'aujourd'hui. Alors, s'il est obligé de se soumettre à certaines directives, Bartali n'en est pas moins déjà un résistant dans l'âme et dans les actes. En effet, en 1937, il aide un réfugié communiste italien à se cacher en France. Alors, l'OVRA, donc qui est la police politique du régime, si vous voulez l'équivalent de la Tchéka ou de la Gestapo, ouvre un dossier sur lui, dans lequel il est écrit, noir sur blanc, je cite, qu'il se considère comme représentant de la jeunesse catholique et pas du fascisme, ce qui évidemment pose problème aux autorités. En 1938, Bartali remporte son premier Tour de France à l'âge de 24 ans, ce qui est quand même jeune pour remporter cette épreuve. Il devance alors le Belge Félicien Verweyck de 18 minutes, écart qui est quand même considérable. Suite à sa victoire, tout le monde s'attend à ce que Bartali effectue le salut fasciste. En fait, l'équipe nationale de foot, qui avait déjà gagné les Coupes du Monde 1934 et 1938, avait réalisé unanimement le salut fasciste après leur victoire. Et à la stupéfaction générale, Gino n'en fait rien et défie ouvertement le régime en faisant le signe de croix sur la première marche du podium. Clou du spectacle, de retour à Florence, Bartali jette la médaille que lui avait remis Mussolini dans l'Arno, qui est le fleuve qui traverse la ville. Alors évidemment, personne l'a vu, personne ne l'a vu faire, sinon il aurait eu des problèmes. Mais le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en septembre 1939 fait basculer définitivement le destin de Gino Bartali.
L'année 1938 avait été marquée par le rapprochement entre l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie. Après avoir signé un traité d'alliance avec Mussolini, Adolf Hitler se rend en visite à Rome au mois de mai. Ces événements accélèrent la mise en place d'une politique antisémite en Italie qui, jusque-là, était assez timide, malgré des penchants, comme on l'a dit, xénophobes et racistes du régime. Le 22 août 1938, les Juifs sont fichés et recensés. Ceux qui sont étrangers sont expulsés du territoire. Et le 17 novembre de la même année, le décret-loi pour la défense de la race italienne, très inspiré des lois de Nuremberg, en Allemagne, interdit plusieurs emplois aux Juifs ainsi que l'accès à l'école publique pour les enfants. En 1939, le Tour de France est annulé en raison des tensions internationales. Puis la guerre éclate et le 10 juin 1940, alors que la France est en train de perdre le conflit, l'Italie rentre dans la guerre et enfonce le clou. Bartali est alors forcé d'être mobilisé dans l'armée, où il sert notamment comme messager militaire à bicyclette. Il n'est pas directement envoyé au front. Et donc pendant cette période de guerre, évidemment, toutes les compétitions cyclistes sont suspendues et on va dire que la partie sportive de la carrière du coureur est mise entre parenthèses. Et c'est à partir de 1943 que la vie de Bartali prend une tournure tout à fait héroïque. En effet, donc le 25 juillet, Mussolini est destitué par le roi Victor Emmanuel III, suite au débarquement des Alliés qui a eu lieu en Sicile. Donc le vent est alors en train de tourner, la Seconde Guerre mondiale penche du côté des Alliés, donc des Américains et du Royaume-Uni notamment, et la situation va se durcir en Italie, parce que le 8 septembre 1943, l'Italie du Nord et du Centre est envahie par la Wehrmacht, l'armée allemande, qui essaie donc de contre-attaquer face à l'invasion des Alliés. Le pays va connaître alors une période d'occupation. Occupation qui met l'accent sur la poursuite et l'élimination des Juifs et des résistants, bien plus qu'à l'époque du fascisme. À l'image de la rafle du 16 octobre 1943 à Rome, au cours de laquelle 1259 Juifs sont déportés vers les centres de mise à mort en Allemagne et en Pologne, dont 200 enfants. Alors, pour lutter contre les crimes nazis, Bartali va s'engager dans un réseau de résistance catholique. Parmi d'autres réseaux de résistance qui animaient à ce moment-là l'Italie occupée. La mission de ce réseau, c'est de procurer des faux papiers aux Juifs qui sont menacés de déportation. Le rôle de Bartali est précis, il s'agit de transporter des photos d'identité de Florence jusqu'à Assise, où est située l'imprimerie clandestine qui fabrique les faux papiers. Puis, il doit ramener les 10 faux papiers à Florence, à Lucques ou à Gênes, comme vous voyez sur la carte. En fait, il cache les documents dans la potence, c'est-à-dire le cadre, ou la selle de son vélo. Il les transporte lors de sorties qui font 200, 300, voire 400 km par jour. Il n'a pas peur de mouiller le maillot. Il prend des gros risques. Malgré sa notoriété qui lui assure une couverture quasi parfaite, il peut être à tout moment capturé et fusillé si les Allemands découvrent la supercherie. D'ailleurs, Bartali est réellement inquiété, puisqu'en juillet 1944, il est arrêté et interrogé par des miliciens fascistes à la Villa Triste de Florence. Donc c'est un lieu dans lequel les miliciens notamment et la police politique interrogeaient, parfois torturaient du coup, les gens qui étaient suspectés de résistance. Mais bon, il a de la chance, il est relâché faute de preuves. En plus de ses missions à vélo, Bartali héberge une famille juive, les Goldenberg, dans un de ses appartements à Florence, et il participe aussi à l'envoi de colis de vivres au Vatican. En 1945, l'armée allemande est définitivement défaite en Italie et doit capituler, sous la pression des Alliés et des résistants italiens, donc qui s'organisent un petit peu comme en France dans des maquis, qu'on appelle les partigiani. Le 28 avril 1945, Mussolini et sa maîtresse ainsi que plusieurs dignitaires fascistes sont fusillés et leurs cadavres sont exposés et lynchés en place publique. Donc ça met vraiment fin à la Seconde Guerre mondiale en Italie. Alors,
Les événements de la Seconde Guerre mondiale, ils ont certes révélé une attitude héroïque chez Bartali, mais ils l'ont privé de ses plus belles années de cyclisme, hein, puisque à la Libération, il a déjà 32 ans, donc pour un sportif, il est déjà, on va dire, vieux. Ses actions de résistance, en plus, restent complètement inconnues du public, car il est peu enclin à la vantardise et il garde volontairement secret ses agissements. Alors, en 1946, Bartali va remporter le premier Giro d'après-guerre, donc il a rien perdu de son niveau. Il devance de quelques secondes seulement Fausto Coppi, qui devient son illustre et plus grand rival. À partir de là, les carrières de Bartali et Coppi vont continuer à être l'objet de récupération politique. J'en reparlerai tout à l'heure. Mais cette fois-ci dans un autre contexte qui est tout à fait intéressant, celui de l'Italie d'après-guerre, qui est très différent. Alors l'Italie ressort complètement détruite et appauvrie de la guerre en 1945. Elle réintègre que très progressivement la communauté internationale, notamment à partir du traité de Paris en 1947, qui règle la question du sort des vaincus de la Seconde Guerre mondiale. Le 1er janvier 48, l'Italie devient une république. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avant c'était une monarchie, donc elle change de régime. Alcide De Gasperi, qui est le dirigeant du mouvement de droite catholique qui s'appelle Démocratie chrétienne, devient le premier chef de gouvernement, qui est un gouvernement d'union nationale, c'est-à-dire qui va rassembler, un petit peu comme en France, le gouvernement provisoire rassemblait à la fois les gaullistes, les communistes, les socialistes. On va avoir la même chose en Italie. Donc on a un chef de droite, mais un gouvernement qui va réunir aussi des communistes et des socialistes. Dans ce contexte, en 1948, Bartali remporte son deuxième Tour de France, 10 ans après son premier succès. Alors il faut vraiment mesurer l'exploit, parce que c'est le seul coureur encore aujourd'hui à avoir réalisé une telle performance, un témoignage de longévité. Sa prestation est d'autant plus spectaculaire qu'elle prend place dans une histoire qui est tout à fait rocambolesque. En effet, durant l'été 1948, la situation est très tendue en Italie. Les communistes et les socialistes ont été exclus du gouvernement d'union nationale sous la pression des Américains. Les Américains qui sont intervenus en Italie dans le cadre du plan Marshall, un plan économique qui est supposé aider les pays européens à se reconstruire après la guerre, mais qui a aussi pour effet secondaire, on va dire, une intrusion politique des Américains dans la façon de prendre les décisions dans les pays concernés. Le 14 juillet 48, donc dans ce contexte, le leader du Parti communiste italien, qui s'appelle Palmiro Togliatti, est victime d'un attentat. Cet événement va provoquer des révoltes et une grève générale en Italie qui se retrouve alors au bord de la guerre civile. Il y a littéralement des partisans communistes qui vont appeler à la révolution armée, au renversement du gouvernement. Donc on est dans une situation qui est très très tendue. Alcide De Gasperi, président du Conseil, dont j'ai parlé tout à l'heure, contacte Bartali qui est alors en plein Tour de France. Et il l'implore de remporter la course afin d'apaiser les tensions dans son pays. Bartali est alors en retard de 21 minutes au classement général, avant les étapes décisives des Alpes. Et il en ressort avec 26 minutes d'avance sur le Belge Brick Schott, deuxième au général. Un retournement de situation complètement hors du commun. Les résultats du Campionissimo, comme on le surnomme, polarisent l'attention médiatique italienne, au point même que Togliatti, le leader communiste qui avait été victime d'une tentative d'assassinat, demande lui-même régulièrement des nouvelles des performances de Bartali alors qu'il est dans son lit d'hôpital. Alors, il faut évidemment pas croire que la victoire de Gino Bartali a résolu comme par magie toutes les tensions qui agitaient l'Italie. Mais l'anecdote valait quand même la peine d'être racontée. Au cours de la dernière partie de sa carrière, sa rivalité avec Fausto Coppi occupe l'espace médiatique et est exacerbée par la presse. La société italienne se divise autour des deux hommes. L'un est vu comme le représentant de la tradition et de la religion, c'est Gino Bartali. Et l'autre, Fausto Coppi, celui de l'athéisme et du rationalisme scientifique, qu'on observe notamment en raison de sa recherche de performance très très scientifisée,
qui passait aussi par le dopage aux amphétamines, qui était parfaitement légal à l'époque. Alors naturellement, on pourrait croire que Bartali c'était un partisan de la démocratie chrétienne, plutôt de droite, et Coppi un défenseur du Parti communiste, plutôt de gauche. Mais en réalité, ni l'un ni l'autre n'a choisi de soutenir publiquement un mouvement politique, donc c'est plus complexe que ça. La carrière de Bartali va continuer et se terminer en 1955, carrière longue, et le rôle qu'il a joué durant la Seconde Guerre mondiale est alors toujours secret, je rappelle. Il faut attendre 1978 et la publication du livre Assises clandestines, les prêtres qui ont sauvé des Juifs, pour connaître partiellement les premiers témoignages montrant le rôle de Bartali. Sa participation au sauvetage des Juifs n'est reconnue officiellement qu'en 2013, très récemment donc, où il reçoit à titre posthume le titre de Juste parmi les nations, titre délivré par le mémorial Yad Vashem de Jérusalem, qui récompense ceux qui ont œuvré pour sauver des Juifs durant la guerre. Et Gino Bartali était déjà mort, comme j'ai dit, il meurt le 5 mai 2000 à Ponte Aema, donc ville où il était également né. Alors en résumé, Bartali a été cycliste professionnel de 1935 à 1955, carrière au cours de laquelle il a remporté 2 Tours de France en 1938 et 1948, 3 Giro d'Italia, 1936, 37 et 46, 4 fois Milan-San Remo, l'une des courses les plus importantes du cyclisme professionnel, 3 Tours de Lombardie et 4 titres de champion d'Italie sur route. Alors, il avait une personnalité plutôt humble, mais aussi un peu râleuse, rouspéteuse, et il disposait surtout d'un métabolisme absolument extraordinaire pour la pratique de son sport. On lui trouvait un pouls de 32 battements par minute au repos. Donc je vous défie de prendre votre pouls et de vous rendre compte à quel point 32 battements par minute, c'est extrêmement lent. Si bien que les médecins lui prescrivaient de fumer une cigarette et de boire plusieurs cafés avant chaque course pour s'échauffer. Merci docteur. Concernant son caractère et son engagement, on peut retenir ces mots qu'il avait confiés à son fils Andrea et qui résument parfaitement l'homme et le sportif qu'a été Gino Bartali. Je veux qu'on se souvienne de moi pour mes performances sportives et pas comme un héros de guerre. Les héros, ce sont les autres, ceux qui ont souffert dans leur chair, dans leur âme, dans leur famille. Je me suis contenté de faire ce que je savais faire au mieux, aller à bicyclette. Le bien doit être accompli dans la discrétion. Si on le divulgue, il perd de sa valeur, car c'est comme si on voulait tirer le bénéfice de la souffrance d'autrui. Il y a des médailles qu'on accroche à son âme et qui compteront dans le royaume des cieux, pas sur cette terre. Pour aller plus loin sur l'histoire de Gino Bartali, je vous invite à lire le petit livre d'Alberto Toscano, paru en 2018, Un vélo contre la barbarie nazie, qui est facilement trouvable. Et pour les plus courageux et les intéressés à la recherche historique, il faudra essayer de jeter un œil à la bibliographie de Fabien Archambault, spécialiste de l'histoire du sport, notamment du football, mais qui a écrit aussi sur le cyclisme, et de Pierre Milza, référence en matière d'histoire contemporaine de l'Italie. En espérant que cette vidéo vous ait plu, je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires.